Salut à tous les amis, c'est le Coq Ovale et dans cette vidéo je vais vous présenter la poule B avec cette petite boule de poils. Cette poule est plus déséquilibrée que celle de la poule A puisque l'on retrouve deux très gros favoris de l'hémisphère sud, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, l'éternelle cuillère de bois du tournoi Destination, c'est-à-dire l'Italie, et enfin deux petits poussés avec le Canada et la Namibie. Attaquons avec un gros morceau, celui des All Blacks. Les All Blacks sont les éternels favoris des Coupes du Monde. Et encore plus quand on sait qu'ils sont les doubles tenants du titre du trophée Webb Ellis. Les seuls à avoir réalisé cet exploit. Mais ces All Blacks sont-ils invincibles ? Et qui peut les détrôner? Si l'on regarde les 46 matchs disputés par les All Blacks entre ces deux Coupes du Monde, on constate que sur ces 46 rencontres, les All Blacks ont été défaits seulement 6 fois. 2 fois par les Irlandais, 2 fois par les Australiens, 1 fois par les Lions britanniques et irlandais et 1 fois par les Springboks. De même, les franchises néo-zélandaises dominent le Super Rugby, notamment les Crusaders qui sont les triples tenants du titre de cette compétition. Il faut remonter à 2014 pour voir une franchise non néo-zélandaise remporter le Super Rugby avec le sacre des Waratahs. Alors, même si les concurrents directs des All Blacks qui viennent surtout de l'hémisphère nord semblent avoir réduit un peu leur écart avec eux et qu'il est difficile de passer après une génération dorée, celle des Richie McCaw, Dan Carter ou Ma'a Nonu, il sera extrêmement difficile de battre les All Blacks lors de cette Coupe du Monde. Concernant l'équipe type, le sélectionneur des All Blacks, Steve Hansen, a ciblé les piliers, notamment sur leur réactivité et leur mobilité. Owen Franks, le pilier traditionnel des All Blacks, en a fait les frais. Il ne sera pas du voyage au Japon. Ainsi, on retrouvera Codie Taylor et Nepo Laulala au talonnage. Il faudra surveiller Codie Taylor, qui est un talonneur très explosif et une valeur sûre dans les mêlées fermées et qui a réussi à surpasser Dan Coles. En seconde ligne, il faut noter l'absence de taille, celui de Brodie Retallick, meilleur joueur au monde en 2014 et qui est malheureusement blessé et qui ne pourra jouer seulement que les quarts de finale. Ainsi, le sélectionneur Steve Hansen a fait le choix de le sélectionner. Mais également, on trouvera une valeur sûre dans cette seconde ligne, celui de Sam Whitelock, déjà double champion du monde et centurion. Absence de taille également en troisième ligne avec la blessure de Liam Skyer, mais on trouvera deux valeurs sûres avec Sam Cane et Hardy Savea qui sont deux excellents flanqueurs très complets et également en 8, troisième ligne centre, le capitaine de l'équipe, déjà double champion du monde, Karian Reid, qui à 34 ans disputera sa dernière Coupe du Monde et restera au Japon au Toyota Verblitz. L'ouverture est en plein questionnement chez les All Blacks, puisque d'une part on a Beauden Barrett qui est le meilleur joueur de 2016 et 2017, qui est un joueur hors norme, qui a réussi à remplacer Dan Carter habilement. Cependant, il a un tendon d'Achille. Ce tendon d'Achille, c'est sa réussite devant les perches, puisque en 2016, il n'avait que seulement 69% de réussite, ce qui est ridicule pour un joueur de classe mondiale. Or, on a depuis quelques années l'émergence d'un super ouvreur du côté des Crusaders, qui est Richie Mo'unga, qui est un joueur clé ainsi de cette équipe et qui a une très bonne réussite au pied. Ainsi, Steve Hansen a décidé depuis le test
de l'Afrique du Sud de titulariser ces deux joueurs avec Richie Mo'unga en 10 et d'une part Boden Barrett en 15. S'il s'agit d'un choix risqué pour ce mondial, il serait dommage de se priver de ces deux joueurs de classe mondiale. Pour finir avec ces lignes arrière, il est impossible de ne pas parler de la révélation de ces dernières années, la sensation Rieko Ioane, qui en seulement 26 sélections a réussi à marquer 23 essais. Ce sera la véritable sensation de cette ligne de 3/4. Face à ces All Blacks, on trouve l'autre mastodonte de ce groupe qui sont les Springboks. Si l'Afrique du Sud apparaît aujourd'hui comme un rival de taille face au double tenant du titre, les demi-finalistes de 2015 ont connu 2 années d'errance sous Alistair Coetzee. L'année 2016 fut même catastrophique, avec la première défaite face à l'Italie 20-18 et même la plus grande défaite face aux All Blacks à domicile 15-57. Le second sélectionneur noir de la nation arc-en-ciel n'a empoché finalement que 11 victoires sur 25 matchs. Il est alors remplacé par le directeur rugby de la fédération sud-africaine, Rassie Erasmus. L'ancien troisième ligne a une longue expérience au sein du rugby sud-africain, mais il a réussi surtout à redresser et à réorienter la province du Munster vers ses points forts traditionnels qui sont le jeu d'avant et la conquête. Ce sont aussi les points forts historiques de l'Afrique du Sud qui est revenu à ses fondamentaux et qui se base sur un socle de joueurs stables. Les Springboks ont redoré leur blason avec ce sélectionneur. Ils ont enregistré 11 victoires sur 19 jouées. Ils ont remporté le Rugby Championship cette année, ce qui n'était pas arrivé depuis 2009. À cette époque, par exemple, l'Argentine ne jouait pas encore avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les Springboks. Et surtout, l'année dernière, ils ont remporté un match décisif contre les All Blacks chez eux à Wellington, 34-36, ce qui n'était pas arrivé depuis 2009 également. Cette équipe est emmenée par un pack monstrueux, excellent dans la conquête. On retrouve 2 excellents piliers avec Franz Malherbe et Steven Kitchoff, qui est passé notamment par l'UBB et qui a réussi notamment à surpenser le centurion Tendai Matawira. Le talonneur Malcolm Marx, au fort caractère et qui est le leader des Lions, excelle au talonnage. Il a même eu l'audace de refuser les meilleures offres des écuries européennes comme le Stade français. En deuxième ligne, on retrouve l'indétrônable Eben Etzebeth. Le néo-toulonnais impressionne d'une part par son gabarit puisqu'il mesure plus de 2,04 m et par sa rapidité. Il sera accompagné notamment de Franco Mostert, le colosse de Gloucester, qui impressionne par son activité dans les rocks. En troisième ligne, on retrouve Siya Kolisi, qui est le premier capitaine noir de l'équipe de la nation arc-en-ciel. Il sera accompagné de Dutoit, qui impressionne par sa défense et sa vivacité. Enfin, en 8, on retrouve un revenant, Duane Vermeulen, qui après être passé à Toulon et au Japon, a réussi avec persévérance et force à retrouver sa place de titulaire en 8. Sa puissance, son expérience seront essentielles au Japon. Mais on n'est pas en reste au niveau des lignes arrières. On retrouve 2 demi
excellent, qui aime attaquer la ligne et défendre, avec d'une part Faf de Klerk, qui est considéré comme un 9e avant, tant qu'il aime défendre, plaquer, mais également attaquer la ligne. Également, on retrouve une valeur sûre avec André Pollard, qui s'est imposé comme un joueur clé de Montpellier. C'est un joueur qui est extrêmement précieux par sa qualité au pied. Également, l'ADN des Springboks a quelque peu évolué grâce à des ailiers extrêmement en forme et très rapides qui sont Makazole Mapimpi et également Cheslin Kolbe. Cheslin Kolbe qui est devenu l'attraction du top 14 chez le Stade Toulousain et qui brillera certainement lors de cette Coupe du Monde. Également, on a une paire de centres qui est vraiment très bonne avec Damian Alande et également Ham. Et enfin, on retrouve en arrière Willy Leroux qui est la valeur sûre des Waps et qui est un joueur très étonnant, notamment par son jeu au pied. Face à ces deux cadors du rugby international, l'Italie stagne, voire régresse. Les 4 années de Conor Oshie ont été un véritable calvaire. Avec seulement 7 matchs remportés sur 42, les Italiens ont enchaîné 4 cuillères de bois et n'ont même pas réussi à remporter un seul match des 6 nations. Cette situation remet aujourd'hui en cause la popularité du rugby en Italie, mais également sa place au sein des meilleures nations de l'hémisphère nord. Cependant, les Italiens ont remporté des matchs importants durant ces 4 années, contre les Sud-Africains, contre les Japonais, les Fidjiens et à son nouveau concurrent, les Géorgiens. La fédération italienne a décidé d'axer son développement au détriment de son championnat local vers ces 2 franchises de Pro 14 qui sont les Zèbres de Parme et Benetton Trévise. Même si ces 2 franchises ont du mal à percer, on a une saison satisfaisante chez les Benetton Trévise. La fédération mise également sur des académies qui permettent aux U20 d'avoir des bons résultats, notamment l'année dernière lors du tournoi Destination. Ainsi, l'Italie se trouve dans cette poule avec 2 équipes au niveau trop élevé pour elle et 2 petits poussés. Elle aura comme tâche d'assurer la 3e place, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde 2023 en France. Pour le 15 type, on retrouve une première ligne peu reluisante, souvent bousculée en mêlée. En seconde ligne, on retrouvera à la fois l'expérimenté Zani et l'affûté Ruza. En 3e ligne, l'expérimenté Stein et l'anglais Polendri sont accompagnés de la légende, de l'âme de cette équipe, Sergio Parisse. À 140 sélections, il évoluera pour la 5e fois dans une Coupe du Monde. Ce sera à suivre d'urgence. Si le joueur commence à vieillir, son sens du jeu et son courage est toujours important pour la Squadra Azzurra. Il est un capitaine extrêmement important pour cette équipe et son absence sera de taille l'année prochaine, sûrement quand il mettra fin à sa carrière. Pour les arrières, on retrouve la charnière de Trévise composée par Tito Tebaldi et également Tommaso Allan, 2 joueurs qui sont capables de bonne fulgurance. Également, chez les 3 quarts, il faudra surveiller 2 joueurs impérativement. C'est d'une part Michel Campagnaro qui joue avec les Harlequins, un joueur qui est excellent en centre, un très bon franchisseur. Et également, on a Matteo Minozzi qui est à suivre et qui est la nouvelle pépite ces dernières années des Italiens, qui a de très bons appuis et qui peut être très dangereux lorsque l'Italie attaque. Enfin, quelques mots sur les petits poussés de ce groupe. Parlons d'une part du Canada.
Surpassé par son voisin américain et maintenant par l'Uruguay, concurrencé fortement par le Brésil, le Canada n'est plus qu'une sélection moyenne sur le continent américain. Peu de joueurs canadiens évoluent aujourd'hui dans les meilleurs championnats mondiaux. Les hommes du sélectionneur Jones ont obtenu leur sésame au dernier moment, lors du tournoi de repêchage de Marseille. L'objectif avoué est alors de trouver la 3e place du groupe, celle synonyme de qualification pour la Coupe du Monde 2023 en France. Mais ce défi sera très difficile, notamment face aux Italiens. Si on regarde le 15 type, peu de joueurs se distinguent. On retrouve notamment le talonneur Benoît Pifero qui joue à Blagnac. Également, il faut noter en 2e ligne la présence de Evan Olmsted. Mais en 3e ligne, la star de cette équipe, le capitaine, c'est Tyler Hardron. C'est un joueur qui est essentiel, qui a évolué aux Ospreys et qui aujourd'hui évolue dans le Super Rugby. Ce qui est rare pour un joueur nord-américain, puisqu'il évolue aux Chiefs et a déjà pu disputer 26 matchs et marquer 5 essais. Pour les lignes arrière, il faudra surveiller d'une part l'ouvreur Shane O'Leary, qui a évolué à Grenoble et également au Connacht. En ailier, on retrouve Van der Merwe, qui est un ailier bien connu au Royaume-Uni, puisqu'il évolue avec les Glasgow Warriors et qui est une valeur sûre pour le Canada, puisque en 57 titularisations, il a marqué 38 essais. Également, on retrouve la valeur sûre du top 14 chez Castres, Taylor Paris, et également au centre, on retrouve Connor Traynor, qui est une valeur sûre à Nevers. Pour l'autre petite nation de cette poule, la Namibie, qui dispute sa 6e Coupe du Monde, l'enjeu sera de remporter enfin sa première victoire lors d'une Coupe du Monde. Si le voisin de l'Afrique du Sud survole les débats en Afrique, elle ne dispute que quelques matchs par an, notamment contre des équipes disputant le tournoi B du tournoi Destination. Si, comme le Canada, la Namibie a quelques joueurs qui évoluent en Europe, le sélectionneur Phil Davis a décidé de miser sur une franchise qui évolue avec des clubs sud-africains, ce sont les Welwetshias. Concernant le 15 namibien, on retrouve d'une part chez les avants le talonneur bayonnais Thorsten van Jaarsveld. Également un autre bayonnais dans le groupe, c'est PG Van Lille, qui évolue depuis 4 ans au Pays Basque et qui jouera certainement sa dernière Coupe du Monde avant de retourner en Namibie ouvrir un cabinet dentaire. En 3e ligne, on a une absence de taille, celui de Reynaldo Botna des Harlequins qui a décidé de déclarer forfait pour cette Coupe du Monde. On retrouvera alors le 6 Rohan Kitchoff qui a beaucoup voyagé durant sa carrière. Pour les lignes arrières, on retrouve surtout le demi-mêlée expérimenté Eugène Yankes qui a déjà 66 sélections et qui évoluera pour sa 4e Coupe du Monde. Il sera accompagné d'un jeune ouvreur prometteur qui est Cleven Lobser et également on retrouve le Colombien Daisel Johan. Pour le calendrier de cette poule, il ne faudra pas rater le choc qui aura lieu le 21 septembre entre les All Blacks et les Springboks. Les dernières confrontations entre ces équipes ont été très serrées et le vainqueur risque en prime d'éviter l'Irlande en quart de finale. Également, le dernier match de cette poule, Namibie-Canada, sera intéressant car on a peu l'habitude de voir jouer ces deux équipes qui ont un niveau à peu près similaire et qui auront à cœur de bien finir leur Coupe du Monde et de remporter un match. Voici ce qui clôt la présentation des différentes équipes de la poule B. J'ai essayé d'être plus concis
que la présentation de la poule A. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et également sur Twitter. Les autres vidéos viendront très prochainement. C'était le Coq Ovale. À la prochaine!